Bonjour et bienvenue dans les résumés du blog Histoire Géo. Aujourd'hui, on s'intéresse à un chapitre de géographie, les territoires dans la mondialisation, plus exactement l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Alors le terme de mondialisation, il faudrait le définir, mais on en a déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Normalement, si la technique fonctionne, elle doit s'afficher sur votre écran, donc vous pouvez aller cliquer dessus pour voir cette vidéo. Et pour les autres qui l'ont déjà vu, on reste ici avec la définition de territoire, qui est un espace délimité, approprié par un individu ou une communauté, et sur lequel peut s'exercer une autorité. Alors la mondialisation, par son fonctionnement, ses acteurs, ses limites même, elle favorise certains territoires. Et au contraire, elle en délaisse d'autres, elle les laisse de côté. D'où la question, comment la mondialisation crée une hiérarchie entre les territoires. Pour commencer, on va analyser cela à l'échelle mondiale, c'est-à-dire en gros par pays, à l'aide de cette carte qui montre le degré d'intégration à la mondialisation. Les États au cœur de la mondialisation sont les États de l'ancienne triade, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Asie orientale. Bon, cette notion aujourd'hui est contestée, on parle plutôt de triade élargie, et vous le voyez ici. Ces régions représenteraient environ 75% du PIB mondial, et elles tirent leur puissance de différents facteurs. D'une part, la présence de centres de décision économiques et politiques, des sièges sociaux, des places boursières, etc. Mais aussi une population nombreuse, plutôt riche et qualifiée, ce qui permet l'innovation technologique, des infrastructures de transport denses et de qualité, et enfin, une capacité de rayonnement culturel avec le tourisme, les médias, les centres de recherche, etc. Ne pas oublier une stabilité politique et un cadre réglementaire sécurisant pour les entreprises, ce qui explique donc le poids de ces pays-là. Mais ces pays développés à haut revenu ne sont pas les seuls à être au cœur de la mondialisation. D'autres pôles se développent que l'on regroupe dans le très vaste ensemble des pays émergents. Les plus puissants de ces pays émergents sont surnommés les BRICS, pour Brésil, Russie, Inde, Chine, auquel on rajoute l'Afrique du Sud. Ils ont en commun ces pays d'être des puissances démographiques avec de vastes territoires, ils connaissent une forte croissance économique, et ils se réunissent depuis 2009 dans un sommet des BRICS pour essayer de peser sur la scène mondiale et d'être davantage représentés dans les organisations internationales. À côté de ces BRICS, d'autres pays tirent parti de la mondialisation, soit parce qu'ils sont liés aux pays moteurs, ou alors parce qu'ils ont des atouts, sont attractifs en termes de matières premières, de main-d'œuvre. On peut penser par exemple à l'Indonésie, le Nigeria, la Turquie, le Mexique, etc. Cette image illustre bien à quel point cette notion de pays émergents est vaste. On a donc essayé de les regrouper par sous-ensembles, les BRICS, les aigles, les mines, etc. Et puis enfin, on a des pays qui, eux, sont en marge de la mondialisation. Soit parce qu'ils sont enclavés, soit parce qu'ils ont des infrastructures déficientes, à cause d'une instabilité politique, ou encore à cause de distances trop grandes. Regardez ici, au milieu du Pacifique, l'archipel des Kiribati s'étend sur plus de 3000 km d'est en ouest. Ça complique un peu les choses. La plupart de ces pays en marge de la mondialisation sont des PMA, pays les moins avancés, qui ont des critères économiques qui montrent bien qu'ils restent de côté. Et ils peuvent même être totalement à l'écart de la mondialisation, le cas le plus extrême étant celui des îles Sentinelles, devenues célèbres en novembre dernier, pour avoir tué un jeune Américain essayant de les approcher. Maintenant, si on zoome un peu plus, qu'on cherche à analyser l'intégration des territoires dans la mondialisation à une échelle plus fine, on constate également des écarts. Au sein même des pays intégrés, par exemple, on va trouver des espaces plus ou moins favorisés. C'est le cas des littoraux par rapport à l'intérieur des terres, et plus particulièrement des façades maritimes, cette zone de contact entre la terre et la mer. Ces façades maritimes, elles sont au cœur de la mondialisation, puisque 80% du commerce mondial s'effectue par la voie maritime. On les retrouve principalement, ces façades, le long de la mégalopole nord-américaine, en Asie du Sud-Est, ou encore, comme vous le voyez ici, en Europe, avec la célèbre Northern Range, cet ensemble de ports qui s'étend du Havre jusqu'à Hambourg, et qui dessert son arrière-pays, son hinterland, en l'occurrence la mégalopole européenne. Alors ça tombe bien, puisque les mégalopoles, ce sont justement les autres lieux centraux de la mondialisation. Au passage, vous admirez cette subtile transition. Une mégalopole, qu'est-ce que c'est? C'est une région fortement urbanisée, regroupant plusieurs métropoles proches les unes des autres et reliées entre elles par d'importants axes de communication. Bon, comme je suis gentil, pour que ce soit plus clair, je vous mets un dessin. Il y a 3 grandes mégalopoles dans le monde, entre Boston et Washington, au Japon et en Europe de l'Ouest, même si la délimitation ici est plus discutable. Attention à ne pas confondre mégalopole et métropole, mais une métropole, c'est un ensemble urbain ayant des fonctions de commandement. À une échelle encore plus fine, au sein même de ces mégalopoles, on va retrouver les villes mondiales, d'après le terme inventé, si je puis dire, par la sociologue américaine Saskia Sassen dans les années 90. Une ville mondiale, elle se caractérise par des fonctions de commandement rares, que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, avec des places boursières par exemple, ou d'un point de vue culturel, avec des musées, des théâtres, de grandes écoles, universités et autres.
Les plus importantes de ces villes mondiales sont New York, Londres, Paris et Tokyo. Sur cette carte, qui reprend le Global Power City, qui est un indice, on voit la prédominance de chacune de ces villes dans les différents domaines économiques, recherche et développement, culture, environnement. Et ces villes mondiales ont un poids décisionnel et économique fort. D'après une enquête de 2016 du Chicago Council on Global Affairs, Tokyo et New York seraient respectivement 14e et 19e puissance économique mondiale si on les comparait avec d'autres pays. Avec un PUB pour Tokyo supérieur au PIB du Canada et pour New York supérieur à celui de l'Australie. Enfin, autre chose, ces villes mondiales sont reliées entre elles d'après ce qu'on appelle l'archipel mégalopolitain mondial. C'est une notion inventée par Olivier Dollfus. Ça désigne l'ensemble des villes qui contribuent à la direction du monde et qui sont reliées les unes aux autres en système. Pour que ce soit plus clair là aussi, une petite image, on voit bien cette idée de ville mondiale comme autant de petites îles qui seraient davantage reliées entre elles qu'avec le territoire qui est immédiatement autour. Précisons aussi que ces villes mondiales symbolisent leur puissance dans leur architecture, comme ici à Manhattan avec la Freedom Tower, ou encore à Pudong, le quartier d'affaires de Shanghai, dont on voit ici l'évolution et la transformation, toujours selon ce même modèle de gratte-ciel. Donc en résumé, la mondialisation profite plus ou moins au territoire à l'échelle mondiale. On voit qu'il y a l'ancienne triade, les BRICS, les pays émergents, des PMA qui eux sont en marge. On voit qu'il y a des espaces privilégiés à l'échelle nationale ou régionale, les façades maritimes, les mégalopoles, les villes mondiales. Et puis on pourrait même aller jusqu'à l'échelle locale, avec des quartiers plus favorisés, les quartiers d'affaires, par exemple, contrairement à d'autres quartiers. Voilà pour ce résumé sur l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Pour avoir des liens vers des articles d'actualité, ça se passe sur la page Facebook. Et pour avoir cette fois des QCM, des jeux de révision et des conseils de révision, c'est sur le blog Histoire Géo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.